Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la revue de presse UPR de cette semaine, du 28 janvier au 3 février 2019. Bonjour tout le monde. À la une cette semaine, le 12e samedi de mobilisation des Gilets jaunes a rassemblé des dizaines de milliers de personnes. Les Gilets jaunes ont manifesté une 12e fois samedi dernier, notamment à Paris, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Valence. Ils étaient au moins 58 600 à travers le pays, selon le ministère de l'Intérieur. Le thème de la manifestation était le soutien aux victimes des violences de la répression. Source, Le Figaro, 2 février. Encore un samedi froid et pluvieux, durant lequel les Français ont osé sortir de chez eux pour se rassembler, manifester dans le calme et discuter de la politique dans un vrai débat national. Outre la dénonciation des responsabilités de Castaner et Macron dans les violences policières, de nombreux manifestants ont établi un lien avec les mesures antidémocratiques de l'Union européenne. La République bâillonnée par le drapeau européen, acte 12 des Gilets jaunes. France, Gilets jaunes. Européenne. Après des défections, la liste Gilets jaunes dans la tourmente. Marc Doyer et Haïk Shahinian ont tous les deux quitté la liste Gilets jaunes. Ces départs marquent une frontière nette entre les deux courants de la mobilisation, les réseaux sociaux et les ronds-points d'un côté, les canaux politiques plus classiques de l'autre. Source, Libération, 29 janvier. Un des aspects les plus notables du mouvement des Gilets jaunes est l'absence de représentants officiels, ce qui n'exclut pas l'existence de porte-parole temporaires. C'est un aspect fièrement revendiqué par les participants et qui gêne les classiques manœuvres de récupération du pouvoir. Les difficultés rencontrées par la liste Leva-Vasseur, non reconnue par les Gilets jaunes et très largement suspectée de complaisance à l'égard de Macron, en sont un bon exemple. L'ex-boxeur, gilet jaune, maintenu en détention provisoire. La Cour d'appel de Paris a ordonné mercredi 30 janvier le maintien en détention provisoire de l'ancien boxeur professionnel Christophe Détanger, dans l'attente de son procès le 13 février pour l'agression de 2 gendarmes lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Paris. Source, Orange, 30 janvier. Sans méconnaître les faits reprochés à Christophe Détanger, force est de constater l'existence d'un deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Pendant que les policiers responsables des blessures des Gilets jaunes ne font l'objet que d'une enquête administrative de l'IGPN, sans parler de Benalla. Les manifestants sont constamment intimidés par les mesures légales particulièrement dures qui les frappent. Il n'est pas certain que ce soit une bonne stratégie de Macron et Castaner, n'entament rien la détermination des Français et renforce au contraire leur rancœur. Incarcéré depuis le 9 janvier, Christophe Détanger demandait sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Une fresque à son image a été peinte dans le 19e arrondissement de Paris. La piste d'un référendum post-grand débat. Des proches d'Emmanuel Macron assurent dans le JDD que le scrutin pourrait avoir lieu en même temps que les européennes. Certains élus LRM se sont déjà montrés favorables à un référendum sur des questions comme la réduction du nombre de parlementaires ou la reconnaissance du vote blanc par exemple. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron lui-même a confirmé qu'il n'excluait pas un référendum. Cela fait partie des sujets sur la table.
Source Le Parisien, 3 février. Encore une grosse ficelle. Ce n'est plus une ficelle, c'est une corde. Faire croire que le pouvoir écoute le peuple en donnant un référendum comme horizon à son exercice de consultation. Ça fait démocrate, mais le grand débat n'est pas un vrai débat. Et en plaçant son référendum le jour même des européennes, Macron renforce l'impression de vouloir faire de cette consultation un exercice de campagne électorale. Les sujets de référendum étant déjà définis dans l'esprit du président, cela montre aussi toute l'escroquerie du grand débat national. Il n'est cependant pas certain que cette idée de référendum soit si bonne que cela pour Macron, car le peu qui lui reste de légitimité serait réduit à néant et sa situation pourrait devenir intenable si le non l'emportait. Et oui. Ce projet de référendum de Macron me fait penser au projet que Fillon, dans son programme, avait parlé de référendum également, à savoir si ce seront les mêmes questions. Voir la vidéo qui suit. Et moi, ce que je veux, c'est que le 1er juillet, les 2 ou 3 ministres chargés des réformes, l'économie et les finances, le travail pour l'essentiel, arrivent avec des textes prêts et dans une forme de blitzkrieg, fassent passer devant le Parlement, en utilisant d'ailleurs tous les moyens que donne la Constitution de la Ve République, les ordonnances, les votes bloqués, le 49.3, tout ce qui est nécessaire, fassent passer en l'espace de 2 mois, sans interruption estivale, les 6 ou 7 réformes fondamentales qui vont changer le climat de l'économie et le climat du travail dans notre pays. C'est évidemment pour moi l'abrogation des 35 heures et la suppression de la durée légale du travail et le renvoi à la négociation dans les entreprises sans contrainte, c'est le nouveau code du travail, c'est la réforme de la fiscalité du capital, fondamentale pour relancer l'activité économique dans notre pays, c'est la réforme de l'assurance chômage, c'est la réforme de l'apprentissage, et c'est les premières mesures d'économie sur le budget de l'État et sur le fonctionnement de l'État. Enfin, je veux prolonger, vous avez trouvé que je contourne votre question sur les syndicats, mais je vais quand même y venir, je veux prolonger la tension politique qui caractérise l'élection présidentielle et l'élection législative, cette espèce de dynamique qui permet de faire des changements et qui a été gâchée lors des quinquennats précédents, par sans doute ce sentiment qu'on avait le temps et qu'on pouvait, une fois une campagne difficile conduite, partir en vacances, se reposer avant d'attaquer au mois de septembre des réformes en oubliant qu'au mois de septembre, il n'y aurait plus la dynamique, il n'y aurait plus la tension. Donc pour prolonger cette tension, moi je pense qu'il faut organiser un référendum en septembre qui permet de maintenir l'état de tension électorale dans le pays et donc de rendre très très difficile la contestation sociale pendant cette période, autour de 2 ou 3 idées fortes et qui, à mon sens, ne font pas courir trop de risques au président de la République élu et à sa majorité. Ce référendum pourrait tourner d'abord autour d'une question fondamentale. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on inscrive dans la Constitution le principe d'égalité des régimes sociaux entre le public et le privé ? Inscrit dans la Constitution de la République française, ça rendrait ensuite absolument obligatoire et nécessaire la convergence des régimes sociaux. Deuxième question, est-ce que vous êtes d'accord pour fusionner les départements et les régions? Troisième question, est-ce que vous êtes d'accord pour supprimer un certain nombre de parlementaires, diminution du nombre de parlementaires? Ça peut paraître un peu démagogique, ça peut paraître un peu comme la cerise sur le gâteau ou la crème chantilly pour être certain que le référendum soit voté, mais je pense qu'en plus ça peut conduire à la modernisation du fonctionnement du Parlement. Voilà, si on fait tout ça, on crée un choc qui, à mon sens, rend très 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 difficile la réaction sociale que vous craignez. Point sur l'actualité des Gilets jaunes. Allocution de François Asselineau. François Asselineau revient sur la récente actualité des Gilets jaunes, en date du 27 janvier 2019. Source UPR 29 janvier. T'as rien à dire? Mais... Alors ferme ta bouche. France, Macron, premier empereur des Français. Macron promet d'arrêter les petites phrases, mais ironise aussitôt sur Jojo le gilet jaune. C'est une allitération. Au cours d'une rencontre avec des journalistes à l'Élysée, le chef de l'État a confié qu'il ferait désormais très attention
à ces petites phrases, avant de vite rechuter. Tandis que le chef de l'État a critiqué une nouvelle fois les chaînes d'information en continu et leurs commentaires permanents, il a analysé sur leurs antennes que Jojo le gilet jaune a le même statut qu'un ministre ou un député. Source, l'Obs, 1er février. Chasser le naturel, il revient au galop, comme je dis souvent. Encore une marque de mépris de la part du représentant de l'oligarchie envers le peuple, dont il est cependant censé défendre les intérêts. Monsieur Macron devrait démissionner si les Français lui déplaisent autant. Hashtag je suis Jojo. Et je rajoute sur cette petite histoire que c'est dans ce même interview qu'il a aussi parlé d'Étinger comme étant quelqu'un qui n'a pas les mots d'un gitan, les mots d'un boxeur gitan. Parce que tout le monde sait que les gitans, ils parlent encore romani. Hein. Macron est comme un fou. Les enregistrements explosifs de Benalla. Révélés par Mediapart, des extraits audio d'une conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Crasse, en violation du contrôle judiciaire, prouvent que les deux hommes ont menti au Sénat. Le premier s'est notamment vanté du soutien d'Emmanuel Macron. Source RT France, 31 janvier. La puérilité d'Alexandre Benalla éclate dans ses enregistrements, où il se vante d'avoir piétiné la République à 26 ans. On peut donc le croire sur parole. Macron est bel et bien fou. S'imaginant monarque absolu, le président Macron n'écoute que lui et a bafoué la Constitution à déjà 14 reprises, la 14e étant le traité d'Aix-la-Chapelle. Emmanuel Macron renonce à sa promesse d'interdire le glyphosate en 2021. En affirmant jeudi que l'objectif de sortie d'ici à 3 ans n'était pas faisable. Le chef de l'État a fait un geste en direction de la FNSEA. Source, Le Monde, 21 janvier. L'Union européenne avait pris la décision de prolonger l'autorisation du glyphosate pour 5 ans, mais laissait à un État la possibilité de l'interdire. Macron ne marche malheureusement pas qu'avec l'UE, il marche aussi main dans la main avec les lobbies, dans le plus grand mépris de l'intérêt du peuple. Épandage de glyphosate à Piacé, dans la Sarthe, en 2018. France, régression sociale. General Electric lance son plan de restructuration en France. Le site de Belfort, qui avait connu 300 créations de postes depuis son rachat par le groupe américain en 2015, pourrait perdre 170 emplois. En rachetant en 2015 le pôle énergie d'Alstom pour 9,7 milliards d'euros, le conglomérat américain s'était engagé à maintenir les emplois pendant au moins 3 ans et à réaliser 1000 embauches nettes sur la même période, sous peine de devoir verser une pénalité de 50 000 euros par emploi non créé. La période de 3 ans est maintenant révolue. Source, Les Échos, 25 janvier. Les employés français d'Alstom qui vont perdre leur emploi pourront remercier Macron, qui a permis le rachat de leur entreprise alors qu'il était ministre de l'économie. L'engagement de General Electric de réaliser 1000 embauches nettes sur 3 ans n'a pas du tout été tenu, puisque, après ce plan de restructuration, il n'y aura eu que 130 embauches nettes. Il manque donc 870 emplois. Ce qui, avec une pénalité de 50 000 euros par emploi non créé, devrait occasionner une pénalité de 43,5 millions d'euros à verser à l'État. Celle-ci va-t-elle bien être payée? Je ne crois pas, non. J'en doute. Atelier de montage des turbines à vapeur Alstom Power, désormais propriété de General Electric. Loi anti-casseurs. Feu vert de l'Assemblée nationale à des interdictions administratives de manifester. Le controversé article 2 de la loi anti-casseurs a été adopté par la majorité des députés.
Ce texte, examiné en pleine crise des Gilets jaunes, suscite la controverse jusqu'au sein même de la majorité présidentielle. En effet, l'article 2 permet au préfet de prononcer des interdictions de manifester pour toute personne qui constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, même si elle n'a pas été condamnée. Source RT France, 30 janvier. La France glisse dangereusement dans un monde orwellien. Les lois liberticides qui contreviennent aux principes les plus fondamentaux de notre Constitution sont maquillées en mesure de protection de la sécurité. Le gouvernement ferait mieux de cesser sa complaisance envers les casseurs en les arrêtant et de laisser les citoyens manifester, surtout au moment où certains lancent un appel à la grève générale. La satisfaction des patients, bientôt prise en compte pour la rémunération des médecins. Le projet de loi santé, qui sera présenté en Conseil des ministres le 13 février, prévoit une vaste réforme des modes de financement des hôpitaux pour éviter les actes redondants et accroître la qualité de suivi des patients. Jean-Marc Aubert, directeur de la Task Force. Alors sur Google Translate, ils m'ont dit que Task Force, ça veut dire force d'intervention. C'est comme genre le GIGN, quoi. Donc, directeur de la Task Force sur ce chantier, remet ce mardi ses propositions à Agnès Buzyn. Source Le Figaro, 29 janvier. Ce projet de loi dénature profondément l'esprit de la médecine publique française, qui n'a que des obligations de moyens et non de résultats. Le gouvernement ferait mieux de donner aux hôpitaux les capacités financières et humaines d'assurer leurs fonctions, au lieu d'inventer sans cesse de nouvelles mesures d'austérité qui mettent en danger la santé des patients et du personnel soignant. Mais il est tenu par les GOPÉ. Et oui, et on ne remerciera pas l'Union européenne et les GOPÉ d'être restés 8 heures aux urgences la dernière fois. Non, non, et c'est vrai en plus, hein. 8 heures aux urgences pédiatriques. On est rentré à 4 heures du mat. Bref, raconte ta life. France, parti politique. La dérive financière du Rassemblement national sous Marine Le Pen. Un ancien du Front National dénonce la gestion du parti par le LACHEF, parce que ça existe en français maintenant, ça, LACHEF. Bon, bref, on s'en fout. On devrait dire cheftaine même. La cheftaine, ouais. La cheftaine de l'extrême droite. En 7 ans, la dette a explosé de 785% pour atteindre 24 millions d'euros, alors que les subventions publiques grimpaient dans le même temps de 1,8 à 5 millions d'euros par an. Le million. Source Challenge, 28 janvier. Madame Le Pen ne sait pas gérer son parti politique et il faudrait lui faire confiance pour lui confier la bourse des Français. Il est vrai qu'elle sait solliciter la compréhension de Macron en cas de problème grave parce que la République en marche a bien besoin de l'épouvantail du Rassemblement national. L'UPR, elle, est bien gérée et se flatte de n'avoir aucune dette, donc aucun obligé. Élections européennes. Les têtes de liste des partis français. Les européennes à venir vont mettre en avant quelques nouveaux visages. L'article les énumère et constate qu'en revanche, il n'y a toujours pas de tête de liste de la République en marche. Ça s'appelle l'histoire du canard qui continue à courir après qu'on lui ait coupé la tête. Source France Info, 29 janvier. Il manque aussi la tête de liste de l'UPR, François Asselineau, pourtant ancien candidat à l'élection présidentielle et de plus en plus connu des Français. Les médias hexagonaux illustrent encore une fois leur servilité à l'oligarchie, qui craint décidément beaucoup la montée en puissance de l'UPR. L'hémicycle européen à Strasbourg. Strasbourg, puisque maintenant avec le traité de l'Aix-la-Chapelle, quand même, c'est un district européen maintenant, attention, hein, donc faut parler l'européen maintenant.
L'UPR est le plus grand parti indépendant de France. La très instructive publication des comptes 2017 des partis politiques par la CNCCFP permet d'affirmer que l'UPR est le plus grand parti français indépendant des banques et de l'État, et probablement le troisième en nombre d'adhérents payants. Source UPR, 25 janvier. Tu n'as rien à dire, alors tais-toi. France, austérité. L'exécutif confirme la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement devra supprimer 15 000 postes par an jusqu'en 2022. Source Le Figaro, 29 janvier. Comme annoncé par François Asselineau lors de la campagne pour l'élection présidentielle en 2017, et par lui seul, Macron et le gouvernement Philippe ne font qu'appliquer les grandes orientations des politiques économiques GOPE de la Commission européenne. La litanie sans fin de la destruction des services publics en est la conséquence directe. Elle est également permise par l'application de l'article 106 du TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Étudiants étrangers, la contestation se poursuit dans les universités. Une quinzaine d'établissements s'engagent à ne pas appliquer la hausse des droits d'inscription décidée par le gouvernement pour les étudiants extra-communautaires, c'est-à-dire extra-européens. Source Le Monde, 29 janvier. Le gouvernement n'en est pas à une contradiction près. Il vante à l'étranger le choix de la France, Choose France, mais multiplie par 10 les frais de scolarité des étudiants étrangers. Voudrait-on se couper des ressortissants les plus modestes, issus de l'Afrique, du Moyen-Orient ou de l'Amérique latine, que l'on ne s'y prendrait pas autrement? Les institutions qui refusent cette mesure inique sauvent l'honneur de la France. Après Fleury-Mérogis, des agents pénitentiaires bloquent la prison de Fresnes. Au lendemain du blocage de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, des surveillants pénitentiaires ont bloqué la prison de Fresnes ce 1er février. Source RT France, 1er février. L'administration pénitentiaire est l'une des institutions qui souffrent le plus aujourd'hui des absurdes politiques d'austérité que nous imposent les GOPE. Les conditions de travail des personnels se détériorent ici comme dans les autres services publics. Les surveillants pénitentiaires bloquent l'accès à la prison de Fresnes lors d'une manifestation, il y a près d'un an, le 16 janvier 2018. Union européenne, trahison. Ça s'appelle un synonyme. L'Union européenne ouvre ses portes au soja américain. Bruxelles est prêt à jouer les arbitres entre Washington et la Chine en autorisant l'importation de soja américain pour la production de biocarburants. C'est un geste commercial qui porte préjudice à l'environnement. Source Euractiv, 29 janvier. Tout comme l'ensemble du projet européiste de libre-échange total et mondialisé, d'ailleurs. Eh oui. Près de 800 kilos de viande avariée polonaise retrouvée en France dans 9 entreprises. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. Ah tiens, il y en a un. Il y a un ministre de l'Agriculture. Il s'appelle Didier Guillaume. Bon, allez. Heureux de l'apprendre. A révélé que 795 kilos de viande avariée polonaise avaient été retrouvés dans 9 entreprises du secteur agroalimentaire en France. 150 kilos ont été récupérés. Les entreprises ont été dupées, a indiqué le ministre. Source Ouest France, 1er février. Nous n'en sommes plus à la première crise grave de cet ordre dans le secteur agroalimentaire au sein de l'UE. 3 éléments principaux favorisent ce genre d'événement. D'une part, l'UE est dirigée par la Commission européenne en proie au lobby. D'autre part, l'article 39 du TFUE impose à l'agriculture européenne qu'elle soit toujours plus productive année après année, incitant à tous les excès. Enfin, les marchandises circulent totalement librement au sein de l'UE, ce qui revient, dans le cas d'espèces,
à faire dépendre la santé alimentaire des Français d'un contrôle sanitaire défaillant et peut-être sciemment corrompu dans une lointaine province polonaise. Aïe! La justice européenne donne sa bénédiction au CETA. Le nouveau système de règlement des différends entre investisseurs privés et États, inclus dans l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada, est compatible avec le droit européen, a conclu l'avocat général de la CJUE. Quelle surprise! Source Euractiv, 30 janvier. Il est probable que ce système de règlement des différends entre investisseurs privés et États conduira à l'impuissance politique des États. La conduite passée de Philippe Maurice le montre bien. Fidèle à son engagement de rétablir la démocratie en France, l'UPR s'engage à dénoncer le CETA une fois que la France sera sortie de l'Union européenne. Image historique de la signature du CETA. Union européenne, divers. L'Union européenne demande aux GAFA de lutter contre les infox avant les élections européennes. Facebook, Google ou encore Twitter et Mozilla ont tous fait des progrès dans la lutte contre les campagnes de désinformation. Mais ils doivent aller plus loin, plus vite, avant mai, prévient la Commission européenne. Source zdnet.fr, 30 janvier. Encore un pas de l'Union européenne en direction de la censure, défendre au nom d'un paternalisme méprisant. Puisque c'est pour le bien de l'Europe, c'est pour votre bien. Faudrait-il défendre le bilan de l'Union européenne précisément jusqu'au moment des prochaines élections et faire en sorte que les critiques soient taxées de désinformation? La mesure est clairement liberticide et antidémocratique. À noter que dans cette catégorie-là, il y a aussi YouTube qui a décidé qu'on ne pouvait plus parler de la Terre plate sur YouTube. Genre style, c'est tellement grave qu'il y ait des gens, qui puissent croire qu'il y a la Terre plate. Ah non mais attends, la Terre plate quoi. Bah ouais, mais si les gens ils veulent être cons, ils vont être cons, tu sais. Hein, et après on va interdire quoi? Les vidéos des Mormons, les vidéos des Raéliens, hein. Chacun sa secte, hein. Moi ma secte c'est Bollywood et ça me va très bien. Moi je ferais bien une blague mais je la dirais pas parce qu'autrement je vais être taxé de djihadiste. Bon c'est bon. L'évasion fiscale coûte des milliards aux pays de l'Union européenne. Non. Ah bon? Bien que le montant de l'évasion fiscale dans l'Union européenne ait diminué de 12 à 16%, j'ai pas compris ce que ça veut dire, depuis 2009, ce dernier reste élevé. En effet, il est estimé que les États membres de l'Union européenne auraient perdu environ 824 milliards d'euros de recettes fiscales en 2015, selon une estimation. Source MSN, 26 janvier. Vous avez bien lu, plus de 800 milliards d'euros. Et pendant ce temps-là, le gouvernement fait des économies dans tous les services publics, au point de laisser de nombreux territoires dans le dénuement. L'austérité n'a rien de nécessaire. Exigeons le retour à la normale. Grâce à la dénonciation de l'article 63 du TFUE, il sera possible de contrôler les mouvements de capitaux et de lutter contre eux. L'évasion fiscale coûte des milliards aux pays de l'Union européenne. Estimation du coût de l'évasion fiscale dans les pays membres de l'Union européenne en milliards d'euros. Donc il y a l'Italie qui est la championne européenne avec 190 milliards. La deuxième c'est l'Allemagne, 125 milliards. Et la France arrive troisième sur le podium avec 117,9 milliards, 118 milliards. Ensuite, c'est le Royaume-Uni avec 87 milliards. Ouais, mais ils vont se barrer, donc ça devrait même pas compter, ça. C'est parce que c'est les chiffres de 2015, en fait. Oui. L'Espagne, 60 milliards, la Pologne, 34 milliards, la Belgique, 30 milliards. Bon, on va pas tous les lire, là, s'il te plaît. Et comme par hasard, les paradis fiscaux sont en bas du tableau. Brexit, les banques croient plus à un report qu'à un no deal.
Le risque d'une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne reste faible, mais augmente, tandis que la possibilité d'un report du Brexit s'accroît, ont estimé des analystes bancaires au lendemain du vote au Parlement qui ont produit des résultats contradictoires. Source, La Tribune, 30 janvier. Quel crédit peut-on accorder à ces anticipations émanant de banques dont les dirigeants avaient quasiment tous assuré que les Britanniques rejetteraient le Brexit lors du référendum de 2016 et qui craignent désormais que le Brexit ait lieu sans accord? Tout cela relève de la pure conjecture, voire de la désinformation, et les choses bougent très vite outre-Manche. Contrairement à ce qu'affirment certaines banques listées dans cet article, la probabilité d'un second référendum est quasiment nulle. Quant au report des négociations, il se heurte au problème des élections européennes de la fin mai prochain. Si le Royaume-Uni n'était pas juridiquement sorti de l'UE à cette date, il lui faudrait élire ses représentants au Parlement européen, ce qui amènerait à revoir en urgence toutes les lois électorales dans les 27 pays de l'UE qui se sont répartis les sièges britanniques dans la prochaine mandature. L'Italie entre à nouveau en récession. La péninsule enregistre une baisse de 0,2% de son PIB au quatrième trimestre 2018. 2 trimestres consécutifs de repli font ressurgir le spectre de la crise économique. Source, Les Échos, 31 janvier. Comme les analyses de l'UPR l'ont maintes fois souligné, comme l'ont démontré de nombreux prix Nobel d'économie, l'euro est une monnaie profondément irrationnelle, trop forte pour les pays du Sud, dont la France, trop faible pour l'Allemagne. Un ouvrage élu livre d'économie de l'année aux États-Unis vient encore de le rappeler. États-Unis. Trump cède sur son mur pour mettre un terme au shutdown. Sous le poids d'une avalanche de témoignages poignants, d'une facture grandissante et d'une immense pression politique, Donald Trump a finalement renoncé, pour un temps, au financement de son mur à la frontière mexicaine, afin de sortir du shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis. Source, La Tribune, 26 janvier. Tu n'as rien à dire, alors tais-toi. Comment l'Union européenne veut commercer avec l'Iran en évitant les sanctions américaines? La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont officialisé, jeudi 31 janvier, la mise en place d'un système permettant de poursuivre le commerce avec l'Iran tout en échappant aux sanctions décrétées par les États-Unis. Le mécanisme, baptisé INSTEX, acronyme anglais pour Instrument de soutien aux échanges commerciaux, sera enregistré en France et localisé à Paris. La structure sera dirigée par un banquier allemand, Per Fischer. Source, Le Monde, 31 janvier. Cette timide et tardive opération, visant à secouer la tutelle de Washington, sera-t-elle efficace et pérenne? Probablement oui, si le pétrole iranien fait partie des échanges, ce qui n'est actuellement pas le cas. Mais le Royaume-Uni et l'Allemagne sont-ils prêts à s'opposer pour de bon aux États-Unis sur ce sujet? J'en doute. Traité INF. Après Washington, Moscou suspend à son tour sa participation et promet de nouveaux missiles. La Russie a promis samedi de développer de nouveaux types de missiles et de suspendre à son tour sa participation à un important traité bilatéral de désarmement nucléaire, au lendemain de l'annonce par les États-Unis de leur retrait de cet accord crucial. Les deux puissances s'accusent mutuellement de violer le traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, INF, signé à la fin de la guerre froide en 1987. Ce texte abolit l'usage, pour eux seuls, des missiles terrestres d'une portée de 500 à 5500 km. Source, François, 1er février. La décision unilatérale des États-Unis remettait en cause l'équilibre de la terreur issue de la guerre froide. Washington accusait la Russie de violer de facto le traité, mais a préféré le déchirer plutôt que de chercher une issue négociée.
Moscou réagit donc en conséquence. La France doit comprendre qu'une telle politique n'est pas conforme à ses intérêts et doit revenir à son inspiration gaullienne d'une défense erga omnes vis-à-vis de tout État, sans distinction, avec détermination mais sans provocation. Il nous faut sortir de l'OTAN. Et là encore, comme je l'avais déjà dit la semaine dernière, c'est une des différences entre l'UPR et les patriotes de Philippot. L'UPR veut sortir de toute la structure de l'OTAN, alors que Philippot veut rester dans l'OTAN, mais seulement sortir du commandement intégré. C'est-à-dire qu'il veut, en restant dans l'OTAN, continuer à avoir des ennemis héréditaires et avoir des alliés héréditaires. Il veut continuer éternellement d'être l'ennemi de la Russie, ou du Venezuela par exemple, et être éternellement les alliés de l'Arabie Saoudite, d'Israël et d'autres États. Vladimir Poutine discute du nouveau système d'armement avec le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu lors d'une réunion retransmise à la télévision russe. Monde, la Terre plate ne pourra plus être sur YouTube. La plateforme vidéo entend limiter la propagation de contenus conspirationnistes, trompeurs ou manipulateurs. Source 20minutes.ch, c'est-à-dire à la Suisse, 25 janvier. Bien sûr, la Terre n'est pas plate. Mais faut-il interdire pour autant à des énergumènes de l'affirmer? La liberté de penser est un bien précieux, faisant partie des droits de l'homme. La déclaration de 1789 pose, dans son article 10, que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. En quoi le fait de croire et d'affirmer que la Terre serait plate constitue un trouble à l'ordre public? La question se pose. La question se pose d'autant plus lorsque l'on sait l'usage très extensif que les grands médias font du terme conspirationniste, aussi flou et péjoratif qu'à géométrie variable. Il y a donc lieu de se demander si, à terme, l'interdiction faite par YouTube de laisser dire que la Terre serait plate ne va pas créer un précédent et, petit à petit, restreindre la liberté d'exprimer des opinions qui ne sont, elles, pas du tout loufoques, bien au contraire. Par exemple, la possibilité de contester les choix économiques, militaires et politiques, ou même notre appartenance à la construction européenne. Le fait de vouloir restreindre la liberté d'expression, même sur des sujets loufoques, est préoccupant et dangereux et pourrait avoir pour conséquence ultime d'imposer un monde de pensée unique. François Asselineau sur la situation tendue au Venezuela. Dans cette nouvelle vidéo enregistrée le 27 janvier 2019, François Asselineau fait part de la connaissance qu'il a du Venezuela, notamment de sa rencontre à Caracas en 1993 avec le président Carles Andrés Pérez, l'un des prédécesseurs d'Hugo Chávez. Il décrit le processus économique, politique et social qui a conduit à la très grave situation actuelle. Il condamne la position illégale et dangereuse de Macron et il indique ce qu'il ferait vis-à-vis du Venezuela s'il était lui-même à l'Élysée. Source UPR 28 janvier. Venezuela. Le Parlement européen reconnaît Juan Guaidó comme président légitime. Les députés du Parlement européen ont adopté jeudi dernier une résolution qui reconnaît Juan Guaidó comme président par intérim légitime du Venezuela. Ils ont demandé à tous les États européens de faire de même. Source Ouest France, 31 janvier. Nicolás Maduro a été réélu président du Venezuela à une large majorité, 67,8%, mais avec une participation historiquement très basse, 46% des inscrits, en chute de 34 points par rapport à l'élection de 2013. La situation locale est depuis lors très tendue entre les pros et les anti-Maduro, qui recoupent à peu près les anti et les pro-Washington. Parce que les néoconservateurs et les grands groupes américains ont décidé d'en finir avec le régime chaviste, certains gouvernements européens bafouant le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États ont décidé de s'aligner sur les États-Unis en reconnaissant
Juan Guaido comme président légitime. La plupart des pays membres de l'UE ont fait de même, sauf la Bulgarie, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et la Slovaquie, qui appellent au dialogue et qui refusent de jeter de l'huile sur le feu et de soutenir un coup d'État. Macron a décidé que la France reconnaîtrait Guaido, alors qu'il est pourtant spécialement mal placé pour donner des leçons de démocratie et de scrutin juste et sincère. Au lieu de veiller à réduire la discorde, comme le font la Russie ou la Chine, au moment où Maduro prône l'apaisement, l'Union européenne pousse donc au conflit, voire à la guerre civile. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, et nous vous souhaitons à tous une bonne semaine. Et comme vous le savez sans doute, il y a désormais une revue de presse vidéo officielle. Bienvenue à tous pour la première revue de presse de l'UPR TV que je vais avoir la chance de présenter avec Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Kevin. Allez, sans plus attendre, passons à la une de la semaine, l'acte 12 des Gilets jaunes. Et donc c'est la dernière que nous nous engageons à faire. Voilà. Il n'y a que si vous nous mettez dans les commentaires que vous voulez qu'on continue, dans ces cas-là on continuera bien évidemment. Mais bon, on va éviter les doublons aussi. Aussi. Occasion. Mais voilà. On rajoute toujours notre petite touche. Ce sera tout pour cette fois, pour la dernière. Bye. Bye. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut. Ça démarre. Si ça enregistre, c'est pas grave. Tais-toi. Vas-y, tous. Bah oui, mais je suis malade encore un peu. Ah, c'est la faute à qui? C'est la faute de toi. C'est la faute à Mikaïl. Allez, je te prends un caméscope. Je rigole. Ce qui te fait rire. Bon, tais-toi maintenant. Hein? Tais-toi. Ah bon, tu la lèves. Oh, la tête que tu fais. Alors, juste un truc, moi j'ai lu les parties UPR, et toi tu lis, moi j'ai lu les parties articles, et toi tu lis le commentaire UPR. Ok, ça marche, D'accord. on fait comme ça. C'est pour faire la blague, pour ceux qui comprendront. Faire la Le blague. clin d'œil. Arrête de sourire. Bah. C'est fini. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la revue de presse de cette semaine du 20... Oui, bien sûr. Oui. Exactement. Incarcéré depuis le 9 janvier, Christophe Detinger demandait sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Une fresque à son image a été peinte dans le 19e arrondissement de Paris. Thomas Sanson, AFP. Eh ben tant pis, tu le supprimeras. Pas grave. C'est ce que je vais te couper la parole, tu vas voir. Ah, d'ailleurs, trop- c'est pas... c'est pas du mansplaining. Non, c'est pas du interrupting, c'est du montage. Arrête. Le chef de l'État a confirmé qu'il ferait désormais... À confier. Du chef de l'État à confier. Il confie quoi? Bah écoute, t'as dit confirmer ou confier. Ah, donc il a rien confirmé en fait. Ok, il a rien confirmé du tout en fait. Macron ne marche malheureusement pas avec l'UE. Il marche aussi... Macron ne marche malheureusement... Macron n'est pas en marche avec l'Union Européenne. Allez, vas-y, arrête. Des mesures de protection de la sécurité. Oui. On protège la sécurité. Oui? Il protège la sécurité. Oui? La phrase est bizarre, je trouve. Bah écoute... bon. Non, mais c'est ce qui est écrit. Mais c'est Oui, bizarre. mais bon. Il protège la sécurité. Il faut protéger la sécurité, c'est important. Oui, mais c'est ça en réalité. Ça fait un nom. Oui, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Oui, protéger la sécurité. Protéger la police, oui. Protéger la sécurité. C'est ça, oui. Oui, voilà, c'est ça. Oui, On est bien d'accord sur le truc. oui voilà, c'est bien. C'est bien complètement con en fait. Voilà, oui, c'est bien Alors. complètement débile. C'est pas la phrase qui est con en fait. C'est vraiment ce qu'ils veulent faire. C'est le...